Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laure Dessy. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation et reporter à Charlie Hebdo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de votre livre « La réputation, enquête sur la fabrique des filles faciles ». Le point de départ de votre livre est le meurtre de Shaina, poignardée et brûlée à Creil par son petit ami alors qu'elle n'avait que 15 ans. Vous avez tout au long de cette enquête essayé de comprendre le quotidien des jeunes femmes qui vivent dans les quartiers populaires. En étant créoise, je peux témoigner de cette pression que l'on ressent lorsqu'on habite ici, le poids de ces lois sur la façon dont on s'habille, notre comportement, les déplacements. Toutes ces lois que les femmes doivent respecter sans savoir qui les a instaurées ni depuis quand. Shaina, elle, voulait se libérer de ce carcan et c'est comme ça qu'elle est représentée dans votre livre comme une jeune femme libre. Alors Laure Dessy, pour commencer cette interview, on aimerait savoir pourquoi vous avez choisi l'affaire Shaina, parce qu'il y a des jeunes filles comme elle qui veulent être libres, il en existe beaucoup et heureusement, mais il y a aussi beaucoup de féminicides, beaucoup trop. Alors pourquoi avoir choisi ce cas-là? Pourquoi Shaina? Alors je vous remercie déjà de m'avoir invitée. Je suis vraiment ravie de pouvoir parler de cette enquête à nos gens puisque c'est vraiment voilà, un des endroits où je suis venue pour cette enquête et j'ai rencontré des adolescentes aussi vivant dans cette ville. Donc voilà, ça m'importe d'autant plus de pouvoir revenir, de pouvoir en parler. Et l'idée aussi, bien sûr, c'est de pouvoir libérer la parole. Et d'ailleurs, je suis particulièrement émue aussi et touchée d'entendre votre propre témoignage. Donc j'ai choisi cette affaire Shaina. D'abord, rappeler peut-être que les féminicides sont évidemment dans tous les territoires, dans tous les milieux sociaux. Ils ne sont pas spécifiques à un endroit en particulier. En revanche, c'est vrai que ce qui m'a intéressée dans l'affaire Shaina, c'est que quand j'ai découvert en fait ce qu'elle avait subi, ce continuum de violence, à la fois du chantage, du cyberharcèlement, une agression sexuelle et puis le féminicide, j'ai voulu comprendre comment on en était arrivé là, ce qui avait pu rendre ça possible. Et surtout, j'ai rencontré aussi d'autres adolescentes qui avaient peur de subir le même sort qu'elles, qui disaient toutes vivre avec cette épée de Damoclès de la réputation au-dessus de leur tête, avec toutes ces règles et ces contraintes à respecter sous peine de ne plus être respectées par certains groupes de garçons. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-dessus, il faut rendre compte de cette situation pour la dénoncer et pouvoir libérer la parole de ces adolescentes. Vous dites d'abord que vous avez fui ce sujet, alors pourquoi? Qu'est-ce qui vous a finalement poussé à faire cette enquête sur la fabrique des filles faciles? Eh bien, justement, au-delà de l'affaire Shaina, quand je suis venue enquêter sur Creil ou sur Nogent, plusieurs adolescentes qui m'ont dit qu'elles étaient au quotidien sous la pression et les contraintes de petits groupes de garçons et qu'elles devaient respecter un certain nombre de contraintes sous peine de tomber dans la mauvaise catégorie dite des filles faciles, terme auquel évidemment je mets des guillemets parce que c'est un terme très sexiste. D'ailleurs, on ne dit jamais un garçon facile. Ça montre bien qu'il y a une différence de perception, que l'on soit une fille ou un garçon, pour la même attitude. Et ces adolescentes, d'ailleurs, quoi qu'elles fassent, même si elles respectent toutes ces contraintes et ces pressions qui s'imposent à elles, eh bien, elles peuvent aussi tomber dans cette mauvaise catégorie parce que finalement, cette notion de réputation et de fille facile, c'est aussi un outil de vengeance pour certains garçons qui vont inventer tout et n'importe quoi sur une fille juste pour pouvoir l'humilier et la mépriser. Et j'ai voulu donner la parole à ces adolescentes pour aussi permettre quelque part une sorte de MeToo, si je puis dire une sorte de MeToo des quartiers. C'est vrai qu'on parle beaucoup de MeToo aujourd'hui et à juste titre, c'est un très beau mouvement de libération de la parole des femmes. Enfin, on écoute un peu plus ces femmes, mais j'ai l'impression jusque-là que celles qui ont eu accès à MeToo, c'est des personnes qui pouvaient avoir accès à la parole publique, qui pouvaient avoir accès à des plateaux de télévision, qui pouvaient écrire des tweets, écrire sur les réseaux sociaux et être lus, être interviewés dans les médias. Et c'est vrai que les personnes les plus vulnérables, les plus en difficulté, et en l'occurrence ces adolescentes que j'ai rencontrées, finalement, elles n'ont pas forcément eu accès à MeToo. Certaines d'ailleurs ne connaissaient pas le mouvement MeToo. J'étais très surprise d'apprendre ça. Et voilà, et j'espère aussi avec ce livre permettre une sorte de MeToo des quartiers populaires. Dans votre livre, donc il est composé des témoignages et de l'enquête sur la réputation. Vous relatez la chronologie des faits et du procès. Donc, est-ce que vous pensez que la justice elle aurait pu mieux protéger Shaina?
Alors absolument. Parmi les éléments qui m'ont vraiment marqué dans mon enquête, c'est vraiment les failles scandaleuses, je dirais, de la manière dont la police et la justice ont traité de cette affaire. Shaina a fait face à énormément de failles et de remises en cause de sa parole. Dès qu'elle va porter plainte auprès de la policière écrit qu'elle n'éprouve aucune émotion. C'est faire fi du sentiment de sidération dans lequel certainement elle se trouvait. Ensuite, la médecin qui l'examine le soir même de l'agression écrit noir sur blanc « Shaina se déshabille facilement et n'éprouve ni honte ni culpabilité », comme si elle devait en éprouver. Et puis, il y a même la psychologue qui va l'entendre, qui va aussi mettre en doute sa parole. Et surtout, il y a le temps très long de l'enquête. Et ça, c'est surtout dû au manque de moyens de la justice. Ce qui fait que même le procureur m'a dit qu'on ne peut pas exclure que si le procès pour ce premier volet de l'agression sexuelle avait eu lieu plus tôt, peut-être que Shaina serait toujours vivante, au sens où toute cette réputation qui s'est propagée dans la cité après son agression sexuelle, toute cette réputation de fille facile s'était propagée dans la cité et l'a rendue vulnérable, a fait d'elle une proie. C'est tout le problème d'ailleurs de ces réputations, c'est de faire des filles des proies pour d'autres groupes de garçons. Eh bien peut-être que voilà, Shaina, si le procès avait eu lieu plus tôt, ça aurait peut-être évité ensuite qu'elle subisse ce féminicide. Du coup, est-ce qu'on peut expliquer concrètement les mécanismes qui fabriquent des réputations de filles faciles ? Les mécanismes, c'est toujours des rumeurs basées en fait toujours sur l'idée qu'une fille se doit d'être très pudique et il y a aussi derrière aussi cette injonction très patriarcale de virginité pour le mariage. Il me semble que la plupart des réputations souvent sont liées au fait qu'une fille a eu une discussion un peu trop poussée avec un garçon où on imagine qu'elle a eu des rapports sexuels avec ce garçon et c'est très mal vu et ça l'a fait basculer dans cette mauvaise catégorie des filles. Sauf que je rappelle qu'a priori ils étaient deux s'ils avaient des rapports sexuels et le garçon lui va plutôt se valoriser, il ne va pas subir cette réputation. Donc là on voit bien une injustice, une inégalité totale dans ce qu'on impose aux filles et qu'on n'impose pas pareillement aux garçons. Donc voilà, donc je pense que c'est toujours basé sur un tabou autour du corps et de la sexualité, assez patriarcal et assez rigoriste. Et ensuite, c'est démultiplié pour nuire à ces filles. Mais j'ajoute aussi, comme je disais, que même si une fille ne fait rien, même si une fille respecte tous ces interdits, elle risque quand même des réputations puisque c'est une espèce d'outil de vengeance qui peut être totalement inventé et sortir de nulle part juste pour nuire à des personnes. Vous parlez du coup de la prise de conscience de la réalité. Comment vous avez fait face? Est-ce que vous attendiez à une telle ampleur du phénomène de la réputation? Honnêtement, non. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Je pense par exemple à cette jeune femme qui m'a apporté son témoignage de manière tout à fait spontanée. Je lui présente mon sujet de reportage et donc autour de la réputation et là spontanément elle me dit « Ah mais moi aussi j'ai été victime d'une réputation parce que j'avais refusé de sortir avec un garçon ». Donc là c'est là où on voit aussi que c'est un outil de vengeance parce que là elle avait juste refusé de sortir avec un garçon et il avait fait passer auprès de tous ses copains l'idée que cette fille était voilà, une fille facile et en fait elle était humiliée, harcelée pendant toute sa scolarité et ensuite même le jour de son mariage, des garçons ont appelé son futur mari pour lui dire « Tu sais, ta future femme est une pute ». Et là je me suis dit mais ces réputations sont monstrueuses, enfin ça colle à la peau tout au long de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Ça ne cesse jamais. C'est évidemment amplifié voilà, parce qu'il y a un repli sur soi, il y a un fonctionnement peut-être en mode petit village, avec un repli sur des valeurs très patriarcales. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point. Et au-delà de l'agglomération de Creil, par ailleurs, dans l'actualité aussi, plus récente, malheureusement, l'actualité presque a donné raison au livre sur la place de la réputation parce qu'on a entendu aussi ce jeune homme à Viry-Châtillon qui s'appelle Chemseddine qui a aussi été tué à cause de la réputation puisque là ce sont des grands frères qui apparemment ont voulu préserver la réputation de leur petite sœur avec qui Chemseddine échangeait des SMS
Et comme ils considéraient que leur petite sœur ne devait pas échanger avec ce garçon, ils ont été casser la gueule à ce garçon au point de l'assassiner. Et donc là, on voit aussi que ce système en fait nuit considérablement, y compris aux garçons. Voilà. Et je pense qu'avec cette notion de réputation, ça permet aussi de mettre un nom sur tout un ensemble de violences qui rejoignent ce système de réputation, que ce soit du cyberharcèlement, des dénigrements, des interdits, des contraintes que subissent toutes ces adolescentes. Et c'est vrai qu'en nommant les choses, j'espère qu'on pourra les quantifier et voir leur ampleur pour prendre conscience justement de cette ampleur et que ça cesse. À votre avis, quelle place la religion peut avoir dans la fabrique des filles faciles ? De ce que j'ai constaté dans mon enquête, je pense que la religion a un rôle assez important dans cette construction des filles dites faciles. C'est multifactoriel, parce qu'il y a, comme je disais, un certain repli aussi sur des valeurs patriarcales, mais c'est nourri aussi en partie par un rigorisme religieux. C'est vrai que toutes les religions sont patriarcales dans leurs fondamentaux. Et là, d'ailleurs, moi, j'ai rencontré des garçons qui se reposent sur des lois religieuses en me disant c'est comme ça que notre religion veut que ça fonctionne. D'ailleurs, récemment, dans des interventions dans des établissements, il y a des garçons qui me disent mais la Bible et le Coran disent bien que les filles et les garçons ont des rôles définis. Et c'est comme ça. Bon. Et en face, il y a des filles, heureusement, qui leur répondaient mais qui tu es pour interpréter comme ça les textes religieux, et puis on s'en fout. C'est pas parce qu'un texte religieux dit ça que nous, on doit suivre ça. Voilà, donc je voyais qu'il y avait des échanges quand même qui étaient plutôt rassurants. Pour votre enquête, vous avez voulu enquêter du coup à partir d'un cas de violence sexuelle dans un quartier populaire. Donc là, en l'occurrence, c'est le plateau à Creil. Est-ce que les féminicides, ils seraient plus oubliés dans les quartiers populaires ? Alors, je pense que, comme je disais, les féminicides sont dans tous les territoires et dans tous les milieux sociaux. À une époque, on n'avait pas conscience, on n'utilisait pas d'ailleurs le terme de féminicide. Et donc aujourd'hui, avec ce mot-là, on a pu montrer cette logique à l'œuvre et ne plus, par exemple, employer le terme de crime passionnel qui tendait à minimiser l'acte du meurtrier, qui aurait été mué par la passion, etc. Là, féminicide, on montre bien que c'est une femme qui est tuée en tant que femme ou en tant que épouse ou ex-compagne ou ex-petite amie. Donc ça, voilà, c'est dans tous les territoires, dans tous les milieux. Je ne sais pas s'il y a plus de féminicides dans les quartiers populaires. En revanche, ce qui m'intéressait dans le livre, c'est de montrer quel était le sexisme spécifique qui est à l'œuvre dans les quartiers populaires et qui, à mon sens, est plus exacerbé que dans d'autres endroits, pour les raisons que j'ai déjà un peu développées, c'est-à-dire cette contrainte un peu au quotidien sur tous les faits et gestes de certaines adolescentes et que vous avez développé aussi tout à l'heure. C'est des contraintes qui font que le corps des filles ne leur appartient pas, appartient en quelque sorte à l'ensemble de la famille, comme si tout l'honneur de la famille reposait sur l'attitude des filles de cette famille. Ça, c'est vraiment spécifique au quartier populaire. Et je pense aussi à l'injonction à la virginité, qui est, à mon sens, une violence faite aux adolescentes, puisque c'est vraiment considéré que leur corps ne leur appartient pas, qu'elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent de leur corps, sous peine d'être déconsidérées. L'éducation des filles et des garçons joue un rôle dans les cas de violences sexuelles et sexistes. Pourquoi ne pas parler d'éducation virile, de ce qui construit les comportements violents de certains garçons au-delà de la cité ? Je pense qu'en effet, en plus, c'est intéressant votre question parce qu'il y a effectivement un certain nombre de valeurs que les filles et les garçons sont censés suivre dans leur éducation. Et les injonctions faites aux garçons sont très aliénantes aussi pour eux. C'est aussi des stéréotypes qui sont certainement durs à suivre. Effectivement, un garçon qui ne rentre pas dans un système de violence ou de virilité un peu exacerbée, ça peut ne pas être simple pour lui au cours de sa scolarité. Il peut aussi être victime de mépris de la part de d'autres garçons ou même de filles aussi. Donc oui, ce qu'il faut déconstruire, c'est tous ces stéréotypes qu'on attend dans le comportement des filles et des garçons, absolument. Vous avez interrogé ces garçons que vous appelez eux pour comprendre comment ils se comportent. Pourtant, en tant que lecteur, on n'a pas réellement l'impression d'avoir la réponse au pourquoi du comment ils font les réputations.
Alors c'est vrai que j'ai voulu consacrer un chapitre aux garçons pour comprendre quelle était leur mentalité. J'avais du mal moi-même à essayer de comprendre pourquoi ils en arrivaient à avoir ces regards-là sur les filles. Ça dépend en fait selon les groupes de garçons. Déjà c'est pas le cas de tous les garçons, bien sûr. Beaucoup luttent contre ça aussi et veulent que les choses évoluent. Mais pour certains on voyait qu'il y avait soit une influence de la religion, soit une influence des autres camarades, des autres garçons. Il y a une espèce de norme en fait qui se crée au sein de certains groupes. Et je pense à ce garçon qui me dit « mais Shaina, on l'appelait la pute ». C'était comme un fait acquis pour lui. C'était normal de l'appeler comme ça. Même s'il avait conscience que ça ne se faisait pas, que ce n'était pas correct de dire ça, mais dans son groupe de garçons, c'était comme ça. Et je pense aussi c'est pas évident de s'opposer à ça, quand on est un garçon, de s'opposer à la norme de son groupe. Et je pense aussi à ce père de famille, où pour le coup, là, la réputation s'imposait aussi à lui, en tant que père de famille. Il me disait je préfère que mon fils soit en prison plutôt que ma fille soit considérée comme une traînée. Il en va de ma réputation de père. Et là, j'ai vu jusqu'où menaient aussi ces réputations et jusqu'où mène en fait cette différence d'attente entre les filles et les garçons. Où pour lui, en fait, si son fils faisait de la prison, ça lui permettait de laver sa faute, alors qu'en fait, la réputation de sa fille ne serait jamais modifiable et ce serait l'opprobre sur sa fille pour toute sa vie. Voilà, donc j'ai esquissé, oui, c'est vrai que peut-être que dans ce chapitre, j'apporte pas vraiment des réponses, mais l'idée c'était plutôt de donner les témoignages aussi de garçons. Il n'y a pas de réponse toute faite sur pourquoi ils en arrivent à penser comme ça, et peut-être que même ne le savent pas, parce que c'est un cercle vicieux d'évoluer au sein d'un territoire ou de cercles d'amis qui enferment en fait dans une mentalité. Et l'idée c'est de pouvoir avoir accès à d'autres choses, de mettre à distance ces mentalités patriarcales dans lesquelles on évolue. Quelle est l'ambition de votre livre? Est-ce que vous pensez qu'il peut participer à changer la situation des femmes? Je le souhaite ardemment. En tout cas, quand je suis revenue déjà, que ce soit dans des rencontres aussi à Montaterre, par exemple, j'étais vraiment touchée de voir que certaines personnes s'en étaient emparées et que, en tout cas, ça correspondait à ce que vivent un certain nombre d'adolescentes ici, et pas forcément qu'ici, malheureusement aussi dans d'autres quartiers populaires en France. Peut-être que ça prendra du temps, mais ça correspond malheureusement à une réalité. Ça permet à certaines filles en fait de dire je ne suis pas toute seule, d'autres vivent ça aussi et il faut que ça cesse. Et tout le monde aussi doit s'emparer de ça. Je rencontre aussi des garçons qui s'opposent à ça, bien sûr. Il ne s'agit pas du tout de dire que tous les garçons reproduisent ces clichés-là aussi. D'ailleurs, ils en sont eux aussi victimes souvent. Voilà, et globalement, je pense que tout le monde peut être acteur pour éviter que ces réputations se propagent. On vous remercie, c'est la fin de l'interview. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Mais je suis très touchée d'avoir pu être invitée et voilà, j'espère avoir répondu à vos questions.